Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal, les titres qui vous seront présentés. Et ouverture du 33e sommet de l'Union africaine qui s'était ouvert ce matin à Niamey. Et le parti au pouvoir du grand vainqueur des élections municipales au Togo. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par l'ouverture ce matin à Niamey au Niger du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement africains dont le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a pris part. Placé sous le slogan « Le Niger accueille l'Afrique et le Niger berceau de l'intégration », les travaux de ce sommet ont conduit par le président hôte Mahamadou Youssoufou et présidé par le président en service de l'Union africaine, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, avec la participation du président de la commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki. L'ordre du jour de ce sommet a porté sur l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, dont la conséquence principale consiste en la levée définitive des taxes et autres droits de douane sur n'importe quel produit africain au sein de l'ensemble des marchés du continent. En effet, les dirigeants africains vont mettre en place une approche politique pour adopter des modes d'expression générale de cette nouvelle situation. Sous l'égide du président Guelleh, la République de Djibouti a fait office de mentor dans l'évolution de l'Afrique en un continent économique intégré. Notre pays a été l'un des premiers pays à avoir ratifié l'accord sur la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Eh bien, les travaux du 33e sommet de l'Union africaine vont durer jusqu'à demain lundi. Outre sa participation aux travaux de ce sommet, le président djiboutien aura des entretiens bilatéraux avec des dirigeants et responsables d'institutions régionales, continentales et internationales. Une importante délégation composée entre autres du ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf, le ministre du Commerce Hassan Ahmed et l'ambassadeur de Djibouti auprès d'Éthiopie et de l'Union africaine, M. Mohamed Drift Farah, participe aux côtés du chef de l'État à ce sommet. Eh bien, après l'ouverture solennelle du sommet de l'Union africaine à Niamey, les dirigeants ont tenu une réunion où le président de la République a prononcé un discours sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Notre ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, est revenu sur les points importants, à savoir la ratification rapide de l'accord de libre-échange par Djibouti et les retombées économiques pour Djibouti et généralement donc pour l'Afrique de la mise en œuvre de la zone de libre-échange est signé par 54 pays, donc selon le ministre, et qui sera effectif l'année prochaine, c'est-à-dire en 2020. Écoutons donc le ministre des Affaires étrangères. Le sommet de l'Union africaine qui se tient à Niamey aujourd'hui et demain est essentiellement consacré au lancement de la zone continentale de libre-échange. Plus de 54 pays ont ratifié le traité de cette zone. Djibouti l'a fait. Et aujourd'hui, les chefs d'État africains se sont réunis à Niamey pour la lancer officiellement. Normalement, le commerce intra-africain, la libre circulation des biens et des personnes devrait commencer le 20 juillet 2020. Ça, c'est une date à laquelle l'on verra certainement une grande évolution dans le commerce intra-africain. Il fallait faire ce rappel parce qu'il était important. Le chef de l'État a fait, bien entendu, une intervention remarquée lors de la réunion à huis clos des chefs d'État africains, et intervention dans laquelle il a d'abord expliqué les raisons pour lesquelles Djibouti a ratifié rapidement ce traité, et ensuite a évoqué les perspectives et les possibilités de retombées économiques importantes et pour Djibouti et pour les pays qui auraient ratifié cette convention ou ce traité. Maintenant, il y a quelques difficultés qui devront être, je dirais, résolues sur le cours, n'est-ce pas, du processus de mise en œuvre de ce traité de la ZLECA. Ces difficultés sont nombreuses. Il ne faut pas croire que le fait qu'on ait ratifié et signé un traité qui instaure ou qui installe le marché commun de l'Afrique va se mettre en place et sera exécuté dans toutes ses dispositions du jour au lendemain. Le marché européen,
s'est construit sur plus de 50 ans et il est toujours en construction. Et donc, les Africains auront certainement besoin d'un certain temps pour que la fluidité du commerce soit réellement et le déplacement des personnes à travers les frontières sans obstacles ni autres contraintes, cela va se faire sur le temps. Maintenant, nous sommes un pays qui n'est pas producteur de produits industriels, qui n'est pas producteur de biens, même si nous produisons des services. Il est important de pouvoir ajuster l'économie djiboutienne aux défis et aux enjeux qui vont découler de l'adhésion à ce marché commun de l'Afrique. Nous avons déjà au niveau du gouvernement pris un certain nombre de mesures qui permettent d'ouvrir notre marché tout en préservant un certain nombre, je dirais, d'atouts qui ne perturbent pas l'économie djiboutienne. Le chef de l'État a voulu expliquer cela lorsque Djibouti a pris un certain nombre de réserves par rapport à la durée à laquelle ce marché commun, ce traité sera mis en œuvre à Djibouti. Ces réserves ont été levées, mais il y a également encore une liste de produits qu'un certain nombre de pays souhaitent garder comme étant des produits exclusifs et dans lesquels ils ne veulent pas que la concurrence d'un marché libre et ouvert s'applique. Et donc, tous ces points relèvent un petit peu des points d'interrogation, des difficultés et des défis que les États africains auront à surmonter. Le ministre est également revenu sur les différentes rencontres que le chef de l'État a eues ou aura en marge du sommet de Niamey. Plusieurs dossiers ont été traités durant ce sommet, à savoir la réforme de l'Union africaine, le financement du Fonds de la paix, mais aussi la candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies. Réécoutons ensemble le porte-parole du gouvernement. Bien entendu, en marge de ce sommet, le président de la République aura des rencontres. Cet après-midi, il verra la présidente de l'Éthiopie. Il a déjà vu le président Issoufou hier du Niger. Il y a aussi d'autres rencontres qui sont prévues au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Il faut ajouter à cela que demain se tiendra un autre sommet qui cette fois-ci regroupera les chefs des communautés économiques régionales avec la Commission et la Troïka, présidence actuelle, présidence de l'année dernière et la présidence à venir de l'Union africaine. Ça, c'est le nouveau format qui sera mis en œuvre pour les sommets de l'Union africaine extraordinaire à partir de juillet 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, il n'y aura qu'un sommet en janvier ou début février qui va réunir tous les États, chefs d'État africains à Addis Abeba, et un sommet extraordinaire au cours duquel vont se rencontrer uniquement les chefs des communautés économiques régionales, en l'occurrence pour notre région, le président de l'IGAD, et pour les autres régions, SADC, CEDEAO, CEMAC, etc. etc. La question de la candidature de Djibouti pour le Conseil de sécurité nous a beaucoup occupé les 3 derniers jours. Le Kenya est toujours en lice pour être candidat en 2021-2022 au nom de l'Afrique de l'Est. Nous sommes en train de travailler sur cette question également pour essayer de partir à partir de Niamey avec une seule candidature pour l'Afrique de l'Est. Et ce sera Djibouti. C'est l'objectif pour lequel nous travaillons. L'autre élément important qu'il faut également souligner au cours de ce sommet, c'est que le conseil exécutif, c'est-à-dire la réunion ministérielle, s'est penché sur la réforme de la structure de la commission. À partir de 2020, la commission qui est composée aujourd'hui de 10 membres, un président, un vice-président et 8 commissaires, va être ramassée et plus réduite. Il n'y aura plus que 8 membres, un président, un vice-président et 6 commissaires. Et donc ces postes de 6 commissaires seront ouverts à la candidature dans quelques mois. L'autre élément important est le financement de l'organisation. Il y a une réforme qui a été introduite dans le cadre du financement de l'Union africaine. Cette réforme est en train d'être mise en place
Et il y a un certain nombre de pays qui ont des réserves sur le mode de financement et du programme et de la contribution statutaire et des programmes connexes, notamment le Fonds de la paix. Le Fonds de la paix doit être financé. Au lieu que l'Union africaine sollicite constamment les partenaires étrangers pour résoudre les problèmes de paix sur le continent, les chefs d'État ont décidé à Kigali qu'il fallait mettre en place ce qu'on appelle un fonds de la paix. Et les contributions à ces fonds de la paix seront ponctionnées sur les contributions statutaires de chaque État. Ce qui fait que les contributions statutaires vont augmenter. Et là, il y a des réserves qui sont exprimées par beaucoup d'États, mais la réforme du financement de l'Union africaine est actée. Et à partir de 2020, elle sera mise en œuvre. Voilà, en résumé, les grands points et les questions fondamentales et essentielles qui ont fait l'objet de débats et discussions au plus haut niveau entre les chefs d'État africains et les ministres des Affaires étrangères. Ensuite, aux côtés de ses pairs africains, le président Guélé a pris part à un gala offert par le président hôte de ce 33e sommet de l'Union africaine. Eh bien, à son arrivée, le chef de l'État a été accueilli, comme il se doit, lors de cette soirée. Rappelons que c'est le 33e sommet de l'Union africaine, de Niger, permettra à ces pays, de discuter des questions, d'intérêt général, d'intérêt commun, et notamment la ZLECA. Eh bien, à cette soirée, le chef de l'État était entouré de ses pairs africains, notamment Abdel Fattah al-Sisi, le président du Niger et du pays hôte, et plein d'autres responsables africains. Eh bien, au cours de ce sommet, de ce 33e sommet de l'Union africaine, la conséquence principale consiste en la levée définitive des taxes et autres droits de douane sur n'importe quel produit africain au sein de l'ensemble des marchés du continent africain. Et notamment, les dirigeants africains vont mettre en place ensemble une approche politique pour adopter des modes d'expression générale. Eh bien, notre pays a été, rappelons-le, le premier pays africain à avoir ratifié l'accord sur la création de la zone de libre-échange continentale. Au de sa participation, à ce sommet, le président Guélé aura des entretiens bilatéraux avec des dirigeants et responsables d'institutions régionales, continentale et internationale. Le plus vieux de nous tous, c'est toujours toi qui arrives en retard. Moi, je ne suis pas venu en retard. Moi, je connais l'heure condouanaise. Retour à Djibouti avec ce communiqué concernant le Soudan, dans lequel la République de Djibouti salue l'accord conclu entre le Conseil militaire de transition et l'Alliance de la force de libération et du changement portant sur le partage du pouvoir durant la période de transition au Soudan. Un accord important qui constitue une étape fondamentale pour asseoir la paix et la stabilité et réaliser les aspirations du peuple frère du Soudan pour la démocratie, le développement et la paix. La République de Djibouti exprime sa satisfaction quant aux efforts constructifs consentis par l'Union africaine et l'Éthiopie afin de réconcilier le peuple soudanais. Djibouti réitère sa position ferme et de continuer à soutenir le Soudan et le peuple soudanais dans toutes ces démarches visant à préserver sa souveraineté, sa paix, sa stabilité, mais également son développement. Dans l'actualité également, le Premier ministre a reçu la visite d'adieu de Madame Janabou Maoundé, la représentante de l'UNICEF à Djibouti. L'entrevue s'est déroulée au salon d'honneur de la primature dans une atmosphère conviviale. La responsable onusienne a appuyé à Djibouti l'exécution de nombreux projets hautement appréciables et s'inscrivant dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des enfants et des femmes en particulier. Madame Maoundé a enfin de mission à Djibouti était venu courtoisement saluer le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim.
Et le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim a également reçu ce dimanche la visite d'adieu de l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Christophe Guillou. L'entrevue s'est déroulée au salon d'honneur de la primature. L'ambassadeur français est arrivé au terme de son accréditation en République de Djibouti, venait donc de faire ses adieux au Premier ministre. Le diplomate français avait remis ses lettres rappelant-le de créance au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh en janvier 2016. Précédemment, il avait occupé des fonctions de consul général à Boston, puis le directeur de la paix, de la démocratie, des droits de l'homme à l'Organisation internationale de la francophonie. Et le ministre donc de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed, a reçu ce matin la visite de 3 ambassadeurs accrédités à Djibouti. Tout d'abord, le ministre a reçu le diplomate donc américain, M. Larry André. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre nos deux pays. Et donc des relations donc séculaires et notamment donc le milieu de la défense a été discuté entre les deux hommes. Sophie, ensuite le tour pour le ministre de la Défense de recevoir le diplomate indien, aussi les liens de coopération, de collaboration entre les deux pays dans plusieurs domaines ont été abordés, dont notamment la défense en dernier et les relations de collaboration dans les domaines notamment militaires. En dernier, le ministre a accueilli dans ses bureaux l'ambassadeur de Turquie à Djibouti. Là aussi, les discussions ont été fructueuses entre les deux pays, notamment dans les domaines militaires et de défense. Donc, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a salué le diplomate accrédité à Djibouti. Ensuite, les discussions ont été axées entre les deux hommes sur les relations bilatérales entre nos deux pays. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, a reçu dans son cabinet la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Janabou Maoundé, pour une visite d'adieu. L'occasion donc est un hommage aux efforts déployés par l'UNICEF pour promouvoir les droits et les liens de bien-être des enfants de Djibouti et pour le soutien des efforts du gouvernement dans ce domaine. La représentante de l'UNICEF a commencé sa prestigieuse mission à Djibouti en 2017, puis Mme Janabou Maoundé a déployé d'énormes efforts pour promouvoir les droits et le bien-être des enfants djiboutiens à nombreux aspects. Le ministre de l'Intérieur a félicité la responsable de l'UNICEF pour son rôle joué en République de Djibouti. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmad, a reçu aujourd'hui dans son cabinet l'ambassadeur d'Inde accrédité à Djibouti, M. Ashok Kumar. Lors de cet entretien, les discussions ont porté sur la coopération dans plusieurs domaines, dans le partage d'expériences, dans le transport urbain, le transport aérien, ainsi que le développement des services connexes au secteur portuaire. Le ministre de l'Équipement et des Transports n'a pas manqué de remercier l'ambassadeur pour l'appui constant de son pays dont il a pris l'exemple pour la formation que bénéficie un certain nombre de jeunes djiboutiens sur le sol indien. Également, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmad, a reçu également l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, M. Abdelaziz Abdallah Al-Matar. Lors de cet entretien, les deux personnalités ont affirmé les partenariats entre les deux pays frères. Les discussions ont porté notamment sur la coopération dans plusieurs domaines, le transport aérien, la réhabilitation de la route nationale 1 d'Ikil-Gallafi, ainsi que la remise en état de la route de Roi Fahd à Djibouti, Djibouti-Tadjoura.
Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a reçu la représentante de l'UNICEF, Mme Janabou Maoundé, à son cabinet. Lors de cette rencontre, la représentante a fait un tour d'horizon sur les différentes possibilités de partenariat entre le ministère du Travail et l'UNICEF. De son côté, le ministre du Travail a évoqué plusieurs questions relatives au sujet de l'employabilité des jeunes. Au terme de cette rencontre, il a été convenu de mettre en place un programme pour éradiquer le travail des enfants en République de Djibouti. La rencontre a été clôturée par la remise de cadeaux et la prise de photos. Et l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a eu hier la visite d'une délégation indonésienne. Eh bien, cette délégation, dirigée par Dr Arifi Seman, directeur du Centre d'élaboration d'analyse des politiques pour les régions d'Asie-Pacifique et de l'Afrique du ministère des Affaires étrangères d'Indonésie. Une présentation sur les infrastructures et les différents projets actuels et à venir, ainsi que les opportunités d'investissement de notre pays, leur a été faite. Les deux parties ont ensuite discuté des voies et moyens de créer un partenariat. Enfin, Dr Arifi et sa délégation ont effectué une visite au port, d'IMP et le SGTD, où le responsable de chacun de ces sites leur a donné des explications. Notons au passage que la visite de cette délégation vient suite à celle de M. Ben Nour, ambassadeur d'Indonésie à Djibouti, résidant donc à Addis Abeba en avril dernier. Santé cette fois, où le service d'urologie et d'andrologie de l'hôpital général Pelletier accomplit chaque jour de véritables prouesses techniques en matière de prise en charge chirurgicale des tumeurs de type rénal. En effet, Dr Asman Saïd et son équipe effectuent des interventions chirurgicales jusqu'alors indisponibles à Djibouti, notamment pour traiter des pathologies d'oncologie telles que des tumeurs rénales, le cancer de la prostate ou encore des tumeurs de la vessie. Il s'agit donc d'interventions chirurgicales lourdes et qui nécessitent donc une grande préparation et de mobilisation de pointe en phase préparatoire et anesthésique. Préparation préopératoire et anesthésique des pointes. Voilà, nous avons donc réalisé cette intervention chez un patient qui a été la tumeur a été découverte sur un examen de routine par une échographie dans un hôpital. C'était une douleur lombaire. Comme vous le savez, les maladies rénales sont diverses et le tumeur font partie de cette pathologie en plus de lithiase rénale. Et les jeunes djiboutiens s'orientent vers l'innovation. C'est ce que traduit cette équipe de jeunes étudiants qui a pris part au concours de la robotique panafricaine qui s'est tenu au Ghana. Eh bien, ces jeunes, composés de deux équipes d'ingénieurs, se sont classés 2e et 3e de cette compétition panafricaine de la robotique avec cette année la participation de 21 pays africains et une équipe américaine. Notons au passage que ce tournoi qui a réuni des équipes de robotique de niveau intermédiaire, secondaire et universitaire a été axé sur les défis scientifiques et techniques pertinents au développement durable de l'Afrique. Et à Mayotte, cette fois, dans le cadre stratégique de la coopération décentralisée adoptée par l'Assemblée départementale en octobre 2018, ce sont dans les domaines potentiels de cette coopération tournant autour de la culture, du sport, de la jeunesse, que du transport aérien et maritime. Près de 80 personnes ont notamment pris part à la conférence éclairée de témoignages universitaires qui permettaient de mieux mesurer les grands enjeux géostratégiques dans un environnement régional en pleine mutation.
Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, c'était avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d'un père de famille, Ali Ahmed Aden, chef de service de l'ONEAD, survenu ce matin à l'hôpital Pelletier. Ali Ahmed, né à Djibouti en 1981, le défunt a laissé derrière lui une veuve, 2 filles, et que c'est le beau-frère de notre collègue Omakako, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale, notamment au Togo, où le pays a pris les municipales. Le parti au pouvoir au Togo a largement remporté les élections municipales du 30 juin, en enlevant plus de 60% des sièges de conseillers municipaux dans 114 communes du pays, selon des résultats provisoires publiés vendredi soir. La commission électorale nationale indépendante, l'Union pour la République, qui a fait un carton plein dans plusieurs communes du nord du pays, a remporté 895 près de 1490 sièges de conseillers municipaux. Viennent ensuite l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, la coalition de l'opposition avec 14 sièges et l'Union des forces pour le changement, respectivement 134 et 131 et 44 conseillers municipaux. Le vote s'est déroulé dans 3 communes pour des raisons techniques. Le taux de participation était estimé à 52,46%. Et l'Alex Acoste à Lampedusa, Salvini interdit tout débarquement, un nouvel accostage de force à Lampedusa. Une semaine après le Sea-Watch 3, l'Alex, un voilier avec 41 migrants à bord, est entré dans le port italien dimanche matin. Une décision prise malgré l'interdiction de tout débarquement par le ministère italien de l'Intérieur, Matteo Salvini. À bord des passagers et des équipages épuisés qui doivent recevoir des soins. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.